Dans la vidéo précédente, j'ai évoqué le phénomène de gradient vanishing qui rend l'apprentissage automatique ou bien l'apprentissage profond avec des réseaux de neurones récurrents difficile. En effet, devant vous, j'ai projeté une fonction objective, ou bien en anglais loss function, dans l'espace de phase, l'espace des paramètres, et on voit que le minimum global est très marqué. Alors, il est facile pour l'algorithme de minimisation numérique, déterministe ou bien stochastique, de trouver le minimum global. Par contre, dans ce cas-là, on voit bien qu'il existe plusieurs minima locaux. Alors, un algorithme de minimisation numérique va trouver des difficultés. Il pourrait rester piégé dans l'un de ces minima locaux et donc on ne va pas trouver le minimum global, donc la solution. Alors, ce problème, c'est un problème en fait très très connu, c'est ce problème de gradient qui vient vraiment de la forme géométrique de la fonction objective, loss function. Alors, donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais illustrer ce problème via une application sur la localisation d'une source émettrice par un réseau d'antennes, point de vue de l'optimisation. C'est-à-dire, autrement dit, je vais vous montrer que le problème du gradient, c'est un problème très général. On peut le rencontrer en optimisation numérique, on peut le rencontrer en apprentissage automatique, en apprentissage profond. Donc, cette présentation contient un travail commun effectué avec un collègue qui s'appelle Tarek Salhi. Maintenant, il est ingénieur chez EDF France. À l'époque, il était ingénieur de modélisation mathématique rattaché au département automatique de l'école de mines de Nantes. En fait, à l'époque, puisque ce travail a été effectué en 2012-2013, où j'étais en train de finir ma thèse de doctorat en physique nucléaire au laboratoire Subatec, à l'école des mines de Nantes. En fait, le laboratoire était divisé entre l'école des mines de Nantes et la faculté des sciences qui se trouve au centre-ville, et l'école des mines de Nantes était au nord de Nantes. Voilà. Donc, je vais commencer par le plan. Tout d'abord, je vais introduire ce problème de localisation d'une source d'un point de vue de l'optimisation. Puis, on va parler un peu de la formulation du problème mathématique d'optimisation. C'est-à-dire, vous allez apprendre à modéliser un problème d'apprentissage via des fonctions loss function, puis étudier les aspects mathématiques de ces fonctions. C'est-à-dire, vous allez maîtriser. Le but, donc, c'est de maîtriser vraiment les concepts mathématiques derrière l'optimisation. Et après, ce qui va rendre la compréhension, c'est-à-dire votre compréhension du problème plus profonde, et ça vous éloigne un peu en fait des black box, les boîtes noires, et de point fit, point predict. Allez, donc le recours à des techniques d'optimisation n'est pas nouveau pour répondre à des problématiques de la physique. Beaucoup de lois et problèmes physiques ont eu une formulation variationnelle. Je vais vous montrer plusieurs exemples dans quelques instants sous forme de problèmes d'optimisation. Par exemple, les équations de Euler-Lagrange. Je vous montre tout de suite cette équation. En effet, je cite des équations de Euler-Lagrange. Il s'agit de la mécanique de Lagrange. En fait, c'est une mécanique développée à partir de la mécanique de Newton. Et si on applique le principe de moindre action, en fait, une action, c'est une quantité physique obtenue quand on multiplie une énergie par un temps. Donc voilà la formule d'une action, c'est l'intégrale entre deux instants du Lagrangien. Le Lagrangien, en fait, c'est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système physique. Q et Q point, ce sont en fait des coordonnées généralisées. Donc, le mouvement effectivement suivi par le système compte tenu des conditions aux limites, et c'est lui qui minimise l'action S. Donc, il s'agit bel et bien d'un problème de minimisation. C'est un problème d'optimisation, puisque en optimisation, le but, c'est soit de maximiser une fonction, et souvent on parle d'une fonction
reward, par exemple, en reinforcement learning, on essaie toujours de maximiser une fonction, ou bien on essaie de minimiser une fonction objectif ou bien un loss function. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait minimiser? C'est calculer le différentiel de l'action. Et quand on dit différentiel de l'action, c'est-à-dire on va faire ds, donc on va développer mathématiquement S au voisinage de Q, c'est-à-dire une coordonnée généralisée. Et on voit bien que pendant ces calculs, il y a une quantité qui apparaît, et cette quantité, ce n'est que l'équation de leur Lagrange. Voilà, donc je vous montre l'équation de leur Lagrange. Bon, j'ai tiré en fait là, voilà, donc c'est la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de L par rapport à Q point, moins la dérivée de L par rapport à Q. Voilà, c'est l'équation de leur Lagrange utilisée pour étudier le mouvement d'un système physique dans la mécanique de Lagrange. Je continue la présentation. On trouve aussi cette formulation variationnelle dans les équations de Hamilton, Jacobi, Bellman. Ces équations sont utilisées en programmation dynamique. Ils sont aussi utilisés en physique et en finance de marché. Par exemple, le problème de market making, c'est-à-dire trouver le meilleur prix pour acheter et vendre des actions selon un carnet d'ordre limité ou bien étendu, peut être modélisé selon une équation de Hamilton-Jacobi-Bellman. Donc l'équation, c'est la dérivée partielle par rapport au temps d'une quantité plus min, le minimum d'une fonctionnelle contenant des dérivées partielles. Je continue. Alors, en thermodynamique, on trouve souvent des équations à minimiser. Par exemple, on veut minimiser l'énergie interne. D'ailleurs, l'énergie interne s'exprime sous forme d'un différentiel. Donc, du, c'est delta Q plus delta W. Et surtout en optique avec les équations éconales. Donc, c'est quoi l'équation éconale? C'est l'équation fondamentale régissant le trajet de la lumière dans un milieu. Le but, en fait, c'est de déterminer la trajectoire qui minimise l'énergie. Elle permet de montrer toutes les autres lois, telles que les lois de Chenel-Descartes, et de déterminer la trajectoire des rayons lumineux. Et là, je vous montre une équation éconale unidimensionnelle. C'est la dérivée partielle de U par rapport au temps, multipliée par un signe moins, plus la valeur absolue du gradient est égale à 1. Et c'est-à-dire, là, je vous montre qu'on peut résoudre cette équation aux dérivées partielles avec des techniques venant de l'apprentissage profond. Oui, on peut utiliser le deep learning pour résoudre des équations en dérivées partielles. On appelle ça le PIN, le Physics Informed Neural Network. Et dans ce Jupyter Notebook, on voit le code qui permet d'implémenter une architecture avec deux réseaux de neurones cachés, deux hidden layers, avec une fonction d'activation lit qui est relue avec alpha égale à 0,1. Et tout ça permet de résoudre cette équation éconale. Allez, je reviens. Donc, le domaine c'est-à-dire de l'estimation d'une source émettrice, c'est un domaine qui appelle la géométrie différentielle. Et ce domaine, en fait, se trouve à l'interface de la physique. Bon, c'est de l'électromagnétisme ici, puisque là, je vais traiter des sources émettant des ondes électromagnétiques, mais on peut généraliser le problème vers les ondes acoustiques, c'est-à-dire des ondes mécaniques qui se propagent soit dans un milieu fluide ou bien dans un milieu solide. Donc, c'est à l'interface de la physique, de l'analyse mathématique, de l'analyse numérique et de la géométrie. Alors, prenons l'exemple de seismic reflection tomography. Il s'agit d'un problème formulé par Gauss en 1809. L'idée, c'est que quand on prend une onde plane, la propagation s'effectue
dans un milieu selon une trajectoire rectiligne. Donc l'onde se propage entre une source émettrice et un récepteur avec une réflexion sur un milieu de position et forme inconnue, avec une célérité connue et constante dans le milieu. Bref, imaginez une entreprise de pétrole qui veut effectuer une inspection dans une région, par exemple au sud de la Tunisie, et veut savoir est-ce qu'il y a une poche pétrolière, c'est-à-dire en dessous du sol, ou bien la zone ne contient pas du pétrole. Bien évidemment, creuser directement un puits, ça coûte très cher. Il faut commencer alors à effectuer des observations. Donc, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va envoyer des camions contenant des transducteurs mécaniques. Je rappelle, un transducteur, c'est un élément qui permet d'envoyer des ondes acoustiques, infrasonores, sonores ou bien ultrasonores, ça dépend du domaine fréquentiel, mais ce sont des ondes qui vont se propager dans le milieu. Et selon ce principe d'optique géométrique, la propagation s'effectue selon des rayons rectilignes, des rayons géométriques à la optique géométrique. Et quand l'onde va rencontrer un changement de milieu, c'est-à-dire une interface qui va séparer le milieu numéro 1 au milieu numéro 2, eh ben, on va finir par un phénomène de réflexion. Et cette réflexion va être détectée, c'est-à-dire l'onde réfléchie va être détectée par un transducteur mis sur un autre camion. Voilà, donc le but, c'est de cartographier la zone, par exemple à 100 mètres, 200 mètres, 1 km avec des ondes acoustiques. Donc, ce problème se formule, on peut le formuler à l'aide d'une fonctionnelle de Mondar carré. Et là, je vous donne directement le problème régularisé. Ça veut dire quoi régulariser? C'est-à-dire avec un terme. Donc, tout d'abord, là, on voit bien que l'idée, c'est de minimiser une fonction contenant deux termes. Donc là, on voit bien le terme classique, hein, c'est-à-dire 1 demi du Mondar carré, 1 demi, la norme d'une différence au carré. Cette quantité, c'est tout simplement la différence entre un modèle théorique, c'est-à-dire on va mettre une hypothèse sur le front d'onde, on va dire que l'onde est une onde plane, ou bien l'onde c'est une onde sphérique, ou bien c'est une onde conique, et T ops, c'est une mesure expérimentale du temps de réflexion, c'est-à-dire on va envoyer une onde, par exemple la T égale à 0, puis imaginez après 1 minute, après 30 secondes, on va recevoir une autre onde. Donc le T ops ici, c'est l'instant à laquelle on reçoit l'onde réfléchie. Le deuxième terme, là, ça vous rappelle tout simplement les termes de régularisation. Par exemple, je pense que vous avez étudié la régularisation lasso. La régularisation à lasso, il suffit en fait d'ajouter un terme contenant des valeurs absolues, des paramètres dont dépend le modèle, et au lieu de minimiser juste cette partie-là, en fait, on minimise la somme, c'est-à-dire la partie contenant la différence entre le modèle et l'observation, et le terme de régularisation. Cette idée, on la trouve aussi dans ce qu'on appelle la régularisation de Tikhonov, c'est-à-dire au terme principal du loss function, on ajoute en fait un autre terme, mais ici, la différence entre le lasso, c'est qu'on va ajouter les paramètres avec une valeur absolue, alors que dans le cas de la régularisation de Tikhonov, on va utiliser une norme au carré, une norme 2 au carré. Et dans le cas où la gamma est égale à 1, c'est-à-dire une matrice identité, on passe en fait à ce qu'on appelle la régularisation de Ridge regularization. Voilà. Donc là, en fait, il s'agit d'un problème régularisé. Et quand on minimise cette quantité, on va déterminer les paramètres du modèle.
Donc, on va déterminer tout simplement la forme géométrique de la poche pétrolière, si elle existe, bien évidemment, et après, on va creuser. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut trouver ce problème en télécommunication? Oui. Imaginons un problème de triangulation, c'est-à-dire un client qui se déplace sur un plan dans une ville et on veut déterminer sa position géographique. On appelle ça un problème de triangulation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, par exemple, l'information de trois antennes relais, par exemple, lui, puisqu'il bouge, donc à chaque fois, il va envoyer, c'est-à-dire son téléphone portable va, ou bien son smartphone va envoyer de l'information sur une antenne. Donc, il suffit de prendre, de collecter des informations sur trois antennes et en utilisant, par exemple, un modèle d'une onde plane, on met tout, c'est-à-dire on fabrique notre loss function, puis on minimise par des méthodes de montre carré linéaire, c'est-à-dire on minimise soit analytiquement, hein, si le problème est facile, ou bien numériquement, avec un algorithme déterministe ou bien un algorithme stochastique, et ça nous permet de déterminer, par exemple, la position de ce client. Alors, il existe en fait une vraie analogie entre la localisation d'une source à l'aide d'un réseau d'antennes et le problème de seismic reflection tomographie. Bon, dans le premier problème, la célérité de la lumière dans le vide, c'est-à-dire là, l'onde se propage avec une vitesse est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres secondes au moins 1, voire moins que ça. Hein. C'est-à-dire, si, par exemple, si on prend une onde chromatique qui se propage dans l'atmosphère, l'indice de l'atmosphère, c'est 1,0003, ce qui change un peu la vitesse de propagation. Par contre, dans le cas de seismic reflection tomographie, il s'agit de 3000 mètres secondes au moins 1. On sait bien que l'onde acoustique se propage entre 314 et 340 mètres secondes au moins 1 dans l'atmosphère, ça dépend de la température, c'est-à-dire dans un gaz. Dans un fluide, c'est de l'ordre de 1400 mètres secondes au moins 1. Et dans un milieu solide, c'est entre 3000 et 4000 mètres. Donc on voit bien que dans le cas de seismic reflection tomographie, le problème est plus simple, puisque avec 3000 mètres secondes au moins 1, on va passer à des durées de l'ordre de microsecondes, alors que dans le cas d'une onde, d'une source émettrice d'une onde électromagnétique, le pas temporel passe aux nanosecondes. Voilà. Donc ici, la fonctionnelle non standard, c'est une puissance quatrième. Je vais vous montrer l'équation tout à l'heure. Par contre, dans le seismic reflection tomographie, la fonctionnelle quadratique, la fonctionnelle à minimiser, c'est une fonction quadratique. Dans le premier cas, en fait, on se propose de localiser une source en mouvement. Et aussi, il faut trouver la bonne topologie du champ d'antenne à optimiser. Par contre, dans le cas du seismic reflection tomographie, il est possible de répéter, c'est-à-dire la mesure, puisque nous avons des camions. Chaque camion contient un transducteur mécanique, donc le camion peut bouger et on peut répéter la mesure. Par contre, parfois, dans le cas d'une source en mouvement, il est très compliqué, c'est-à-dire on est plutôt en mode observation, alors que là, on est en mode expérimentation. Et la symétrie de réseau se retrouve dans la forme de l'interface. Voilà. Allez, donc, le but, c'est de localiser une source, c'est-à-dire, imaginons qu'une source commence à envoyer des ondes électromagnétiques. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va mettre un réseau d'antennes, soit sur le même plan, ou bien en trois dimensions. Et le but, c'est de localiser cette source. Donc, cette source peut être à l'intérieur du réseau d'antennes ou bien à l'extérieur. Voilà, donc si on essaye de formuler ce problème mathématiquement, à l'aide de l'optimisation mathématique, on finit par un loss function à la puissance 4, c'est-à-dire là, on va considérer que l'onde possède un front sphérique. Voilà, l'onde supposée sphérique.
Donc, donc la distance, c'est-à-dire en utilisant une distance euclidienne, c'est racine carrée de xs, s c'est la source, moins xi, i c'est xi, c'est l'abscisse de l'antenne i, plus ys moins yi au carré, plus zs moins zi au carré. Donc on met tout au carré, moins le temps de propagation. Donc là, c'est l'instant d'émission. Et là, c'est le temps ou bien l'instant de réception au niveau de l'antenne. Bien évidemment, on ajoute ce facteur 1,5 pour faciliter le calcul, si on veut calculer le gradient analytiquement et après la matrice hessienne. Juste, je vous rappelle ici qu'il s'agit en fait d'un problème non régularisé. Hein. On ne trouve pas le deuxième terme, hein, comme ici. Voilà, le terme de Tikhonov. Et sans contrainte. Donc, il n'y a pas de contrainte. Et l'idée, c'est que on va utiliser des données, les positions d'antenne qui se trouvent dans XI, hein, c'est un vecteur contenant XI, YI, ZI, les coordonnées des antennes en 3 dimensions. XS, c'est les coordonnées spatiales de la source. Donc, on veut déterminer XS, YS, ZS, qui se trouve dans grand XS par rapport à la source, et TS, l'instant d'émission. Tout d'abord, on va s'intéresser aux propriétés de la fonctionnelle à optimiser. Donc, une fonction différenciable, là juste l'idée, c'est qu'il est intéressant en fait d'étudier la régularité de cette fonction. En fait, qu'est-ce que ça veut dire régularité? C'est-à-dire dire, est-ce que cette fonction est continue? Est-ce que cette fonction est dérivable? Est-ce que la dérivée première de cette fonction est continue? Est-ce que la dérivée première de cette fonction est dérivable? Est-ce que la dérivée seconde de cette fonction est continue? Bien évidemment, on dérive par rapport à xs, ys, zs et par rapport à ts, ou bien ts étoile. Alors, les algorithmes qui vont nous aider à minimiser ou bien à résoudre ce problème, à estimer xs et ts étoiles, on trouve plein d'algorithmes, hein. Par exemple les méthodes casinien-newtoniennes avec Levenberg-Marquardt, les méthodes de Gaussian-Newton et les méthodes de gradient pas fixes et pas optimales. Là, attention pour l'algorithme du simplex, en fait, vous allez me dire, mais un algorithme de simplex est utilisé plutôt pour des problèmes linéaires, et là on voit bien qu'il s'agit d'un problème hautement non linéaire. En effet, on va effectuer un développement limité, on va rendre le problème linéaire, puis on va appliquer l'algorithme du simplex. Mais de toute manière, d'après mon expérience depuis 2012-2013, je crois qu'en apprentissage statistique dans des grandes dimensions, par exemple en NLP ou bien en computer vision, c'est-à-dire les techniques d'apprentissage en deep learning, il vaut mieux d'utiliser des algorithmes stochastiques, c'est-à-dire des algorithmes d'optimisation stochastique, car ces algorithmes marchent mieux que les algorithmes basés sur le calcul analytique d'un gradient ou bien d'une matrice hessienne. Tout d'abord, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'étudier quelques propriétés mathématiques de notre fonction. Tout d'abord, cette fonction, elle est coercive. En fait, qu'est-ce que ça veut dire coercive? Ça veut dire qu'elle tend vers plus l'infini quand les paramètres xs et ts partent vers plus l'infini. Mais elle est non convexe, puisque donc, et cette propriété nous assure l'existence de certaines des minima locaux. Alors, il est important de caractériser ces points critiques de la fonctionnelle. Pourquoi la notion de convexité dans les problèmes d'optimisation est si importante? En effet, la convexité conditionne la convergence des algorithmes. C'est une propriété topologique locale de la fonction et il suffit de regarder la différentielle première
le plan tangent, et seconde, donc la forme quadratique. Donc, les algorithmes d'optimisation sont basés sur l'idée de la méthode de Newton, chercher les directions de descente pour atteindre le minimum local ou global. Si la fonction est convexe, alors un minimum local, c'est un minimum global. Bien évidemment, dans un cas réel où les données sont marquées par du bruit, il est très compliqué de finir par un loss function convexe. C'est-à-dire qu'on va toujours tomber sur des fonctions objectifs ayant plusieurs perturbations dans leur structure, donc non convexes. Et quand la fonction objectif contient un minimum local, donc ça dépend du condition initiale avec laquelle on initialise notre algorithme de minimisation. Donc l'algorithme de minimisation, en fait, risque de tomber dans un minimum local au lieu du minimum global. Donc, comme une bille qui dévale une pente, si la condition initiale n'est pas bien placée, l'algorithme est coincé dans un minimum local. Voilà pourquoi il est plutôt mieux, ou bien il est plus pratique de travailler avec des algorithmes stochastiques pour faire l'optimisation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire quelques calculs pour calculer le gradient de loss function et puis pour calculer la matrice SCN. Donc là, je vous montre un exemple du calcul du gradient. Donc, il s'agit en fait d'un développement de Taylor à l'ordre 2 dans un cas unidimensionnel. Donc, f x0 plus h, son développement limité donne f de x0 plus f' de x0 fois h plus 1 demi de f seconde de x0 fois h au carré, avec h une quantité qui tend vers 0. C'est une quantité très très faible, bien évidemment, par rapport à x0. C'est-à-dire si x0 c'est 500, donc a c'est 1. Si x0 égale à 1, donc a c'est 10 puissance moins 3. En dimension supérieure, on ne parle plus d'une dérivée première, mais on parle d'un gradient. On ne parle plus d'une dérivée seconde, mais on parle d'une matrice hessienne. Et il existe en fait une condition nécessaire et suffisante pour avoir la convexité, pour assurer la convexité de loss function, c'est que la matrice hessienne doit être définie positive. Bon, là, laissez-moi en fait juste vous expliquer un peu. Voilà, donc, condition suffisante d'extrémum local, si la matrice hessienne est définie positive, la fonction atteint un minimum local strict au point critique. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire en fait définie positive? Définie positive, voilà, soit M, une matrice symétrique. Notre matrice hessienne, dans ce problème, et elle est dans ce problème, elle est symétrique car le loss function est une fonction de classe C2. Hein. Voilà, donc dans le cas d'une fonction de classe C2, on finit par une matrice hessienne symétrique. Donc, pour toute matrice colonne non nulle X à n éléments réels, on a X transposé MX supérieur strictement 0. Ça veut dire, en fait, quand on prend par exemple un vecteur 1, 0, 0, 0, et on le multiplie à gauche et à droite par la matrice hessienne, on doit finir par des quantités strictement positives. Et donc, ce qu'on a fait, moi et Tarek, en fait, dans ce travail, c'est que nous avons après la formulation du problème, sous cette forme, en fait, nous avons commencé à effectuer des calculs. Donc, on a calculé le gradient de cette quantité, puis nous avons calculé la matrice hessienne, et on a en fait remarqué que la matrice hessienne, malheureusement, n'est pas définie positive. Voilà donc le résultat du calcul du gradient effectué par Tarek, puis avec la matrice hessienne. Et on a essayé de vérifier est-ce que la fonctionnelle est convexe. Donc, la fonctionnelle est convexe si seulement si la matrice hessienne est définie positive. Sauf que quand on prend le premier coefficient de la matrice hessienne, c'est-à-dire on prend la matrice hessienne, et on la multiplie par exemple par un vecteur 1, 0, 0, 0, à gauche, à droite, hein, à gauche, on multiplie par la transposée de 1, 0, 0, on obtient, c'est-à-dire il faut vérifier cette condition
pour garder la définie positivité de la matrice ici. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et je vais vous montrer après pourquoi. En fait, tout d'abord, lors de l'étude des propriétés des points critiques de la fonctionnelle, l'ensemble des points critiques est paramétré de la façon suivante. Donc, on a trouvé que les points critiques sont plutôt localisés selon en fait des fuseaux, et ces fuseaux sont conditionnés par un centre de gravité. Donc la formule ici ressemble à un barycentre. La direction de barycentre joue un rôle privilégié dans notre problème. Et c'est un barycentre en fait de réseau d'antennes. Je rappelle que XI, c'est les coordonnées des différentes antennes. Donc, afin de faciliter le problème, car vous voyez bien ici que le problème tridimensionnel, c'est-à-dire une source ayant une abscisse XS, une ordonnée YS et un code ZS et TS à l'instant de l'émission, le problème devient très compliqué. Donc nous avons essayé de rendre le problème plus simple. Et on a travaillé dans un cas monodimensionnel. Donc on a pris tout simplement un réseau d'antennes linéiques. Et dans ce cas-là, on a pris une source qui se trouve, la source doit se trouver sur la droite formée par les antennes, première antenne, deuxième antenne, troisième antenne. Et maintenant, il y a deux possibilités. Soit la source se trouve à l'intérieur en fait, du segment construit par les deux antennes extrêmes, à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Donc, voilà la fonction objectif à minimiser. Et quand on effectue des calculs, on finit en fait par des contraintes en valeur absolue. Donc, par exemple, ici, il faut que l'instant de détection ou bien l'instant de passage de l'onde électromagnétique sur une antenne I soit égal à la distance entre la source et l'antenne, plus l'instant d'émission. Bien évidemment, là c'est en mètres. Hein. TS étoile, c'est multiplié par C, hein, c'est en mètres. Et quand on projette ces contraintes c'est-à-dire dans le plan TX, on finit par une intersection et la solution est tout simplement donnée par cette intersection. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? En fait, on a trouvé que quand on prend un couple XS TS étoile et un point critique, alors les deux vérifient ces deux équations et le point critique se trouve à l'intérieur du réseau. Alors, donc, autrement dit, si la source se trouve à l'intérieur du réseau, alors la solution est unique. Par contre, si la source se trouve sur la droite, mais pas sur le segment formé par les deux antennes extrêmes, on obtient automatiquement un phénomène de dégénérescence. Après, quand on généralise ce problème à des dimensions supérieures, en fait, on finit par le même et je vais vous montrer ça après. C'est-à-dire, si la source se trouve à l'extérieur, donc il y a un phénomène de dégénérescence. Par contre, si la source se trouve à l'intérieur, il est plus facile pour les algorithmes de minimisation de trouver la source. Donc la solution est unique. Donc on peut montrer l'unicité, mais empiriquement. Cette idée, en fait, nous a poussé à penser à un concept mathématique qui s'appelle l'enveloppe convexe. L'enveloppe convexe, c'est une forme géométrique formée par les antennes, c'est-à-dire en 1D, en 2D, en 3D. Il faut que la source soit toujours à l'intérieur de l'enveloppe convexe pour faciliter la tâche aux algorithmes de minimisation. Par contre, quand la source se trouve à l'extérieur, on finit toujours par un problème de dégénérescence. Voilà, donc maintenant, numériquement,
Voilà les deux scénarios à envisager. La source se trouve dans l'intervalle des antennes réceptrices. La source se trouve à l'extérieur des antennes réceptrices. Donc là, j'ai pris un réseau contenant cette antenne, localisé en moins 300 mètres, moins 200 mètres, moins 100 mètres, 100, 200, 300, avec un pas de 100 mètres. Et regardez, je prends une source à 1 km et je ne mets pas d'erreur, hein, c'est-à-dire je commence à simuler une onde sphérique qui se propage, qui va frapper ces antennes, hein, cette antenne. Et puis, je fais quoi? Eh ben, on trace la fonction objectif. Et on la projette, c'est-à-dire dans le plan fonction objectif qui 2 en fonction du rayon de courbure. On voit bien l'existence de plusieurs minima locaux. Donc, c'est-à-dire même dans le cas où l'erreur statistique est nulle, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur statistique, nous avons systématiquement, c'est-à-dire si la source se trouve à l'extérieur de l'enveloppe convexe, nous avons des minima locaux. Maintenant, imaginez un algorithme de minimisation numérique. En fait, cet algorithme risque de tomber, c'est-à-dire notre solution se trouve quelque part ici, hein, à 1 km. Vous voyez? Donc l'algorithme risque de tomber dans l'un de ces minima, dans l'un de ces minima locaux. Par contre, quand j'ajoute encore une erreur statistique, donc 10 nanosecondes, et vous allez me dire, mais 10 nanosecondes, c'est très faible comme erreur statistique. En effet, n'oubliez pas qu'on travaille avec une onde électromagnétique qui se propage avec 3 10 puissance 8 mètres sur moins 1. Donc 10 nanosecondes, déjà, c'est énorme. Et on voit que maintenant, il y a même, c'est-à-dire quand on introduit une erreur statistique sur le temps d'émission, on remarque l'existence en fait même maintenant d'un biais systématique au niveau du loss function. Donc il y a les minima locaux et le minimum global pointe vers 0 alors que le rayon de courbure égale à 1 km. Voilà. Maintenant, on prend la même source, mais on va la mettre en fait à l'intérieur du réseau. Donc on voit bien qu'il y a existence d'un minimum global prononcé. Donc là, on passe de 10 à la puissance 10 vers 10 à la puissance au moins 20 très rapidement. Donc il est très facile pour un algorithme d'optimisation de localiser ce minimum global. Et même quand on ajoute en fait une erreur statistique de 50 nanosecondes, en fait dans le slide d'avant c'était 10 nanosecondes, on voit bien que le minimum global reste très bien marqué. Maintenant, on passe à un cas à deux dimensions. Donc, je prends un réseau d'antennes rectangulaire, ou bien, non, pardon, carré, c'est-à-dire avec de longueur 1 km et de largeur 1 km, avec un pas de 100 mètres, et je mets en fait, je mets une source à l'intérieur, puis je mets une source à l'extérieur. Donc, quand la source se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire là, je prends une source à 5 km qui se trouve à l'extérieur, on voit systématiquement l'apparition de plusieurs minima locaux. Bon, le minimum global pointe à 5 km, mais attention, on voit bien ici qu'il n'y a pas d'erreur statistique. L'erreur statistique est de 0 nanosecondes. Par contre, quand j'augmente l'erreur statistique, je passe à 10 nanosecondes. Ce minimum global qui est très bien marqué disparaît et on finit par avoir plusieurs minima locaux. Et même si, bon, maintenant on voit bien qu'il est très important en fait de régulariser, c'est-à-dire quand on régularise, bon, après peut-être le minimum global va pointer loin de 5 mètres, mais loin de 5 km. Et ça, c'est une autre histoire, hein, c'est un problème du biais. Maintenant, si on prend la même source, mais on va la mettre plutôt à l'intérieur du réseau, c'est-à-dire à l'intérieur de l'enveloppe convexe, avec un rayon de 50 mètres, donc avec ou sans erreur statistique, le minimum global est très marqué et un algorithme d'humanisation on va trouver très facilement.
facilement la source. Bon, là, en fait, nous avons essayé avec une autre géométrie par rapport aux antennes, et on voit bien que la source se trouve à l'intérieur de l'enveloppe convexe, donc il n'y a pas un problème. Bon, en fait, ce problème de dégénérescence a été détecté dans plusieurs expériences de radioastronomie. Enfin, pas de radioastronomie, pardon, mais c'est de radioparticules. Ce sont des expériences qui se trouvent à l'observatoire radioastronomique. L'expérience s'appelle Kodalema. Moi, j'ai travaillé à Kodalema, j'ai effectué ma thèse là-bas. Donc là, en rouge, on voit bien les antennes. Et là, les antennes sont les points rouges très concentrés. En fait, à gauche, c'est en France, à droite, c'est en Argentine. L'expérience s'appelle Pierre Auger. On voit qu'on finit par avoir des fuseaux et la dégénérescence est très marquée. Ok, donc ce qui montre que ce qu'on a fait, ou bien que l'intuition mathématique euh, qui dit tout simplement que si la source se trouve à l'extérieur d'un réseau d'antennes plan, et il s'agit en fait d'antennes actives qui vont détecter, c'est-à-dire on est en mode observation, il est plus difficile de détecter une source quand elle se trouve à l'extérieur qu'à l'intérieur. Finalement, laissons atterrir ce que il faut régulariser. Donc, bon, ça c'était en fait en 2013. Puis, moi, j'ai arrêté de travailler sur ce problème, mais je pense que, c'est-à-dire, le problème de localisation d'une source émettrice, c'est un problème très, très important en télécommunication quand on veut, par exemple, faire une triangulation et détecter la position d'un objet dans un réseau d'exploitation, par exemple 4G, 3G, 5G, ou bien quand on veut détecter une source d'onde acoustique dans le cas de recherche de poches pétrolières, ou même en fait de détection des sources, de sources volantes, hein, d'objets volants. Voilà, donc si vous avez des questions, j'avoue que bon, c'était très, peut-être mon propos était un peu compliqué, hein, il y avait beaucoup de mathématiques. Bon, il s'agit en fait d'un travail que j'ai effectué là depuis quelques années. Donc, j'ai essayé le maximum en fait de vous donner le maximum de détails. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et surtout, sachez que il est très important, c'est-à-dire de maîtriser un peu les concepts mathématiques de l'optimisation si vous voulez sortir du lot. Après, c'est pas très très compliqué, c'est-à-dire que ça vous évite de faire tout le temps de point fit, point prédict, sans vraiment toucher au, c'est-à-dire à l'aspect mathématique de votre problème. Là, par exemple, je vous invite à regarder le cours du professeur Joseph Salmon de Montpellier. Bon, là, par exemple, il annonce le théorème de coercivité. Donc, je viens c'est-à-dire quand la fonction est continue, il vérifie la fonction tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Alors, il existe un point x étoile qui atteint le minimum. Après, il donne une condition, il définit en fait qu'est-ce qu'un minimum local. Il donne la condition quand un minimum local coïncide avec un minimum global, et ainsi de suite. Donc, ce sont des aspects mathématiques qui sont plus ou moins faciles. Et avec Python, vous pouvez c'est-à-dire tracer, je sais bien que dans le cas d'un apprentissage automatique dans n dimensions, c'est-à-dire avec 20 features, il est très compliqué peut-être de projeter la fonction objectif, loss function, dans un dimension 20, dans un espace de dimension 20 ou bien un espace de dimension 40, mais avec un peu de, c'est-à-dire avec un peu de
c'est-à-dire d'intelligence. On peut, par exemple là, j'ai projeté en fait le loss function dans l'espace rayon de courbure, sachant que le rayon de courbure, c'est la racine carrée de xs, y, z, s. Donc, j'ai transformé un espace de 3 dimensions vers un espace en 1 dimension en créant un nouveau feature. Et là, ça facilite quand même le traçage de cette fonction. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la vidéo suivante. Au revoir.